Donc, sur ce, je peux finalement vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, qui est Albert Mondor. Donc, bonjour Albert, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Chloé. Donc, Albert, pour ceux qui ne le connaîtraient pas déjà, est horticulteur et biologiste et il s'intéresse notamment à l'horticulture environnementale. Donc, en plus d'avoir sa compagnie et de réaliser lui-même des projets, il est très actif dans tout ce qui est la diffusion de connaissances. Donc, il rédige des livres, des chroniques, fait des capsules vidéo, beaucoup de communication. Donc, entre autres, le webinaire d'aujourd'hui. Donc, ça nous fait très plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui pour nous parler de murs végétalisés et de structures verticales végétalisées. Un petit mot sur le déroulement du webinaire. Donc, comme je le mentionnais, là, pour ceux qui se le demandent, l'enregistrement du webinaire va être disponible en rediffusion. C'est pour les membres seulement, toutefois, mais ça va être disponible donc, sur notre site phytotechno.com. Et contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on va prendre des questions à différents moments pendant la conférence, donc pas juste à la fin. À certains moments de la conférence, Albert va s'interrompre et on pourra ouvrir des sessions de questions. Ce que je vous demande donc, c'est tout au long de la conférence, vous pouvez inscrire vos questions soit dans le chat ou dans l'onglet Q&R, le Q&A, la question-réponse. Et donc, quand on sera au période de questions, je vais lui transmettre les questions. Donc, sur ce, je te laisse la parole, Albert. Merci. Merci beaucoup, Chloé, puis merci beaucoup pour cette invitation. Je suis bien heureux, bien content d'abord que la Société québécoise de phytotechnologie me fasse confiance pour donner ce webinaire, que vous ayez pensé à moi pour donner ce webinaire. Et je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Donc, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je vais donc vous parler de la végétalisation verticale, que moi je qualifie de végétalisation extrême. Parce qu'évidemment, ce sont des conditions qui sont particulières, qui sont parfois très exigeantes pour les plantes, mais on peut arriver à faire des merveilles à la verticale et c'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui. Et je pèse mes mots, on peut vraiment faire des merveilles. La végétalisation verticale est une technologie que nous possédons bien maintenant. Les premiers murs végétalisés sont apparus, puis d'ailleurs, je vais tout de suite vous présenter quelques photos. Je vais partager l'écran. Alors, pour que vous puissiez évidemment mieux comprendre mes propos, tout ça va être bien illustré. Alors, donc, il y a deux personnes, là, deux grands maîtres de l'horticulture et de l'aménagement paysager qui ont développé particulièrement les murs végétalisés. Donc, les premiers murs végétalisés sont apparus dans les années 1970, notamment. Évidemment, on comprend que la nature en fait depuis des millénaires, des millions d'années, des murs végétalisés. Sur les parois rocheuses, notamment, on peut retrouver des plantes parfois qui poussent dans des anfractuosités, dans des interstices. Lorsque la pierre des montagnes fend avec les cycles de gel et de dégel, que l'humus, qu'il y a un peu de feuilles mortes qui tombent, un peu d'humus qui se forme, il y a des plantes qui s'installent. On n'a qu'à regarder les plantes qui poussent dans les milieux montagneux, ici même au Québec. Là, vous êtes sûrement allé marcher en nature récemment. Alors, vous avez certainement pu, comme moi, voir donc des cèdres, des tuyas, des bouleaux poussés en plein milieu de la roche. Alors, donc, ça fait longtemps que les parois rocheuses sont végétalisées par la nature, plusieurs millions d'années. Mais les humains s'y intéressent plus particulièrement depuis quelques années seulement, depuis quelques décennies en fait. On sait qu'il y a eu des tentatives de végétalisation murale un peu à différents moments de l'histoire, mais de façon plus sérieuse, là, ça fait vraiment quelques décennies seulement. Donc, un des premiers à avoir testé cette méthode de culture, c'est Roberto Burle Marx, qui est un architecte paysagiste d'origine brésilienne. Et ça, c'est une photo donc qui date d'il y a quelques années d'une de ses œuvres. En fait, vous avez cette petite bâtisse, ce petit bâtiment à l'arrière qui a été végétalisé grâce à de la vigne. Donc, évidemment, faire grimper de la vigne, c'est certainement un des moyens les plus efficaces, les plus rapides, les plus simples pour pouvoir végétaliser des bâtiments. Mais il a aussi mis à l'essai la culture de plantes épiphytes, donc traditionnellement, de
de façon naturelle, poussent dans les arbres. Mais dans ce cas-ci, Roberto Burle Marx les a installés sur des espèces de colonnes. On a une photo ici où on voit les colonnes en plan plus rapproché. Alors, ce sont pour la plupart des broméliacées, quelques orchidées aussi, donc des néorégelia notamment, là, qui poussent dans des contenants qui ont été installés dans une structure d'acier avec ces éléments décoratifs là, colorés. Moi, je trouve ça, en tout cas, je trouve ça magnifique. C'est une belle œuvre qui a gardé toute sa beauté, qui n'a pas vieilli. Roberto Burle Marx a fait des œuvres qui, on le voit ici, c'est c'était tout un personnage. Jusqu'à la fin de sa vie, il a été passionné profondément par la végétation, par les plantes, par le développement de nouvelles techniques pour les cultiver et toujours inspiré de la nature. Et il a accueilli des étudiants chez lui, notamment Robert Jungels, qui est un aménagiste, un paysagiste floridien, qui est très inspiré par les travaux de Burle Marx, allait le voir chaque année, faire des séminaires avec lui, des séances d'études, d'apprentissage. Alors, il a accueilli beaucoup, beaucoup d'étudiants jusqu'à la toute fin de sa vie, donc au Brésil, là où il vivait. Un autre personnage, et c'est le cas de le dire, c'est un autre flyé, si je peux m'exprimer comme ça, qui a développé énormément cet univers, donc toutes les technologies relatives à la création des murs végétalisés, intérieurs et extérieurs. Ben, c'est certainement Patrick Blanc. Alors, Patrick Blanc, qui est un biologiste français qui se spécialise dans la biologie des plantes tropicales de sous-bois, mais il a beaucoup étudié aussi les plantes des parois rocheuses humides en milieu tropical, et on lui doit des œuvres qui ont maintenant, les premières là, doivent avoir 25 ans, environ 25 ans à peu près. Donc, ça a été fait vers la fin des années 90, début des années 2000, là, ces premières œuvres. Premier mur végétal, ou un des premiers en tout cas qu'il a créé, c'est le fameux Quai Branly, donc le musée du Quai Branly qui est situé à Paris. On voit d'ailleurs la Tour Eiffel juste à l'arrière. Et c'est une œuvre phare qui a été maintes fois photographiée, qu'on a vu beaucoup sur les médias sociaux, sur le web, dans les livres également. Alors, une œuvre qui est encore tout aussi belle aujourd'hui, donc avec des végétaux qui résistent évidemment à la saison hivernale parisienne, qui est évidemment une saison qui est beaucoup moins rude, beaucoup moins robuste, beaucoup moins demandante pour les végétaux que nos hivers canadiens. Ici, c'est une boutique Cartier, donc qui est située sur les Champs-Élysées. J'aime beaucoup l'effet de jungle. Hein. Patrick Blanc est un passionné de plantes tropicales. Alors, même dans ses œuvres extérieures, il va utiliser des végétaux qui rappellent les plantes tropicales, mais qui sont un peu plus rustiques, notamment les fathias, là, par exemple, qui arrivent à passer l'hiver dans la région parisienne, qui arrivent à survivre. Alors, c'est des œuvres qui sont vraiment spectaculaires. Ici, c'est le Forum Quéxa que j'ai moi-même vu là, à Barcelone, qui est absolument spectaculaire, très impressionnant, avec ces espèces de grandes lignes obliques là, faites de végétaux tantôt verts, tantôt colorés. Alors, vous voyez, en plus, le bâtiment lui-même est assez spectaculaire. Alors, vous avez ce bâtiment fait en acier cortène, un mélange de pierre et d'acier cortène, avec le mur végétalisé. Ça saisit. Certaines personnes apprécient moins l'aspect esthétique du tout, mais certains trouvent ça magnifique. Ça ne fait pas l'unanimité, mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que c'est vraiment spectaculaire et ça frappe. Ça frappe vraiment, ça frappe l'imaginaire. Alors, une œuvre qui a été faite, donc, je vous le répète, par Patrick Blanc. Ici, c'est l'Hôtel Pershing qui est à Paris également. Superbe œuvre, magnifique, avec beaucoup de végétaux, avec des feuillages très différents les uns des autres, donc des feuillages tantôt ronds, avec par exemple les farfugiums, et certains feuillages beaucoup plus découpés, plus allongés, comme les stromantes, par exemple. Alors, ça, c'est le personnage. Alors, c'est Patrick Blanc, aux cheveux verts et aux ongles très longs. C'est toute une bébite. on pourrait dire qu'il est lui-même un peu végétal, mi-animal, mi-végétal. Alors, Patrick Blanc, donc, qui a beaucoup, beaucoup inspiré
toutes les lignées d'horticulteurs et d'horticultrices qui ont fait des murs végétaux par la suite. Et évidemment, moi, j'ai été énormément inspiré par ces travaux. Alors, je vous montre quelques œuvres assez connues, certaines nord-américaines, d'autres européennes, pour vous donner une idée là, générale de ce qu'il est possible de faire avec les murs végétalisés. Alors, notamment ici, vous avez une œuvre qui a été créée à l'aéroport d'Edmonton. C'est un mur intérieur. Alors, vous voyez donc ces masses de chlorophytum ici, de plantes araignées, qui sont disposées un peu à la façon de nuages. Alors, on peut imaginer que ce sont des nuages et la pluie qui tombe avec ces coulées de plantes de couleurs différentes. Alors, c'est un très beau mur, absolument magnifique. Ici, vous avez un autre mur végétalisé. Si je me souviens bien, celui-ci, j'en suis pas certain, mais je crois qu'il est situé au Longwood Gardens, dans une des serres des Longwood Gardens. Absolument magnifique. Et vous voyez que dans ce cas-ci, donc, la végétation a été installée de façon à ce que l'eau, donc évidemment, tous ces murs-là sont irrigués avec des systèmes d'irrigation goutte à goutte. J'aurai l'occasion de vous en parler plus en détail un peu plus tard. Mais vous voyez que l'eau est récupérée dans des caniveaux, dans des drains à la base. Alors, c'est une façon qu'on utilise très fréquemment là, pour la végétalisation des murs. Bien, on s'assure qu'il y ait un drain à la base pour récupérer l'eau. Dans certains cas, ce sont des bassins carrément dans lesquels il va y avoir de l'eau qui va être filtrée. Il y a même des poissons parfois qui peuvent être élevés là, à la base de ces murs végétalisés. Et ce qui est intéressant avec la végétalisation verticale, c'est qu'on peut aussi délimiter avec des plaques d'acier, avec des cadres en acier, on peut délimiter le tour des fenêtres, des portes, donc intégrer littéralement ces éléments architecturaux-là dans les murs. Plus près de chez nous, c'est un mur végétalisé qui a été créé au campus Desjardins. Alors, Desjardins, justement, qui est notre commanditaire. Alors, le campus Desjardins qui est situé à Lévis, pardon. Et ce mur, il est absolument spectaculaire. Il fait 6 étages de haut. C'est un mur très étroit là, qui fait peut-être 2,5 mètres, 3 mètres de largeur, mais qui va faire plusieurs mètres de hauteur, plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Alors, vous avez une illustration ici, là, le soir, on voit très bien donc ici le mur végétalisé qui fait donc, je vous le répète, 6 étages, probablement le plus haut de tous les murs, en tout cas, sinon un des plus hauts, certainement, sur la planète. Un mur végétalisé, en fait, c'est le premier mur végétalisé à grande échelle là, que j'ai réalisé avec mon équipe. Il est situé à la Biosphère. C'est un projet que j'avais créé à l'époque avec une firme d'architecture qui est Smith Vigent. Donc, on s'était associés pour créer ce mur végétalisé. Et c'est la firme Toiture Nature, donc Justin Lefebvre et Thomas McHouston qui ont fait la réalisation. J'ai participé aussi à la réalisation avec eux. Un très beau mur végétalisé. Alors, on y retrouve en fait les 4 saisons. Le mur est divisé en 4 tableaux. Ce sont les 4 saisons. Donc, le printemps, qui est un peu plus jaune avec les bourgeons qui éclosent, avec les verts tendres, les verts jaunâtres du printemps. Ensuite, c'est l'été, avec les feuillages plus gros et disons, spectaculaires, mais moins en termes de couleur, parce que c'est vert, mais plutôt en termes de texture et de forme. Ensuite, vous avez l'automne avec des feuillages orangés, rouges, jaunes également, puis l'hiver, ici donc avec des feuillages panachés de blanc. Et chacune des saisons est divisée par un petit cadre en acier inoxydable et également des poteaux ici en acier inoxydable. Un mur que j'ai créé avec mon associé, avec mon partner Guillaume Brunet. Guillaume a lancé une entreprise qui s'appelle Wallemi. Donc, je vous parlais de toiture nature. Il y a peu d'entreprises qui se spécialisent dans la création de murs végétalisés. On les compte sur les doigts d'une main là, dans la région de Montréal. À travers le Canada, bon, il y en a quelques dizaines. Mais c'est une des entreprises donc, que Guillaume Brunet a fondée qui s'appelle Wallemi. Wallemite, si vous préférez, en anglais. Donc, je travaille avec Guillaume. J'ai joint Guillaume une année ou deux après la fondation de son entreprise et maintenant, donc, on est associés, on travaille ensemble et on crée des murs végétalisés. Donc, un des premiers murs qu'on a créé, un mur qui est situé à Castleman, en Ontario, donc près d'Ottawa, qui est très haut. Il fait près de 6 mètres de hauteur.
Un mur que nous avons créé pour le fameux projet du Royal Mount, donc pour les bureaux de Carbon-Léo. Un projet, bon, malheureusement controversé, mais ce que le public ne sait pas, c'est que c'est un projet qui va être très vert, très, très, très végétalisé. Il y a énormément de plantes déjà sur le site et il y en aura beaucoup une fois que la construction sera débutée. Alors ça, c'est au 8500 des Carrés. C'est un bâtiment qui est déjà existant, qui a été récupéré par Carbon-Léo pour y faire ses bureaux, donc au coin de l'autoroute 15 et de l'autoroute 40. Alors, un mur végétalisé, donc, dans lequel on a intégré le sigle de l'entreprise et on a mis beaucoup, beaucoup de végétaux à gros feuillage. Alors, notamment, vous avez ces fameuses fougères bleues ici, là, qui sont des phlébodiums. Et vous avez également des bégonias, beaucoup de bégonias, bégonia grandis, entre autres. On a bégonia griffon. Alors, il y a plusieurs variétés de bégonias. Certains sont colorés aussi. Les bégonias fonctionnent très bien dans les murs végétalisés. On a beaucoup de succès avec les bégonias. Un autre mur végétalisé, toujours dans les bureaux de Carbon-Léo, au Royal Mount. Alors, dans le showroom, dans la pièce où on présente le projet immobilier. Alors, un petit mur végétalisé. À la base, il y a un bassin qui permet de récupérer l'eau. L'eau est filtrée et on pourrait y mettre des poissons. Il n'y en a pas, mais on pourrait y mettre des poissons. Alors, il y a deux façons donc de récolter l'eau. Soit dans un bassin avec une pompe, on la récupère, ou encore il y a un drain et l'excédent d'eau donc est évacué dans les égouts. Soyez sans crainte, il y a peu d'eau qui va être drainé et qui va tomber dans le drain. On perd environ 10 à 15 de toute l'eau qu'on va mettre dans le mur végétalisé. Alors, la plupart des litres d'eau qu'on va utiliser vont être captés par le textile, par le terreau et par les plantes. Un autre mur végétalisé, c'est un des derniers que j'ai créé avec Guillaume Brunet et aussi avec Toiture Nature. On s'associe avec Toiture Nature souvent pour créer nos projets. Donc, c'est situé dans un édifice qui s'appelle Agora, qui est situé à Gatineau. C'est un mur qui fait 3 étages de haut. Et ça, c'est 3 mois après la réalisation. Vraiment, je suis particulièrement fier de ce mur-là. Il a donné de très beaux résultats. On a mis beaucoup, beaucoup de variétés de bégonias, entre autres. On a certains anthuriums. Il y a aussi des alocasia Mayan Mask, entre autres, même certains bégonias à feuillage presque noir. Alors, un mur dont je suis vraiment très fier. Il est magnifique. Et une des œuvres dont je suis le plus fier, nous avons créé ça pour la Fondation Oublie pour un instant, qui est une fondation qui végétalise les hôpitaux, les CHSLD, en fait tous les endroits où les gens connaissent des difficultés physiques, mentales. Alors, on prétend pouvoir les aider à diminuer leur tourment le temps d'un instant grâce à nos murs végétalisés. Celui-ci a été installé donc par la Fondation Oublie pour un instant dans le Carrefour Santé Orléans qui vient d'être bâti là, tout près d'Ottawa. En fait, c'est à Ottawa. Donc, ça représente une aile de papillon. Le concept a été créé par WAA, Williams Asselin Akawi. Et donc, ils ont créé une espèce d'aile de papillon avec toutes les nervures, là, tous les éléments noirs qui sont faits en acier. Peints représentent les nervures d'une aile de papillon. Et ici, vous avez ces espèces de bulles de verre qui ont été créées par un artiste. Donc, ces bulles de verre rappellent un peu les écailles du papillon. Et à l'intérieur de l'aile, vous avez tous ces végétaux de couleur jaune et légèrement orangés qui rappellent un peu les couleurs des papillons monarques, notamment. Un mur vraiment spectaculaire là, qui fait probablement près de 10 mètres de longueur. Donc, 30, 32, 33 pieds de longueur. Un mur vraiment spectaculaire. Alors, comment on crée un mur? De quelle façon on peut arriver à installer un mur végétalisé à l'intérieur d'un bâtiment? Ben, écoutez, la technique est quand même relativement simple. Ça fait 15 ans maintenant que je crée des murs végétalisés environ. Bon, les premières années, il y avait peu de précédents. Alors, on se fait un peu aux travaux de Patrick Blanc. On avançait un peu à tâtons aussi en faisant des expériences, des essais, des erreurs. Mais après une quinzaine d'années, on possède bien la technologie. La plupart des entreprises qui créent des murs végétalisés au Canada, en Amérique du Nord, possèdent bien leur technologie. Mais je peux vous dire qu'il y a différents types de murs végétalisés. Certains fonctionnent avec des pots, d'autres avec des membranes textiles dans laquelle coule en permanence de l'eau, donc des systèmes presque hydroponiques. Et il y a notre technologie
que j'utilise avec Guillaume Brunet, donc qui a été développé par Wallamy et qui a été développé en fait en Europe. Ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'on utilise cette technologie en Europe. Donc, on utilise un textile qui a été développé par Vertical Garden Design, qui est une entreprise qui est basée au Portugal. Et donc, nous utilisons leur textile. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Alors, vous avez d'abord à installer des fourrures métalliques. On ne peut pas s'installer directement sur un mur existant. Il faut un fond de clouage. Idéalement, on essaie de ne pas travailler sur des murs en gypse. On préfère avoir un fond de clouage en contreplaqué, donc 2 épaisseurs de contreplaqué, 1 demi-pouce. Donc, pour 1 pouce total, ça fait un fond de clouage et ça nous permet ensuite de mettre des fourrures métalliques. Si on travaille directement sur le gypse, il faut s'assurer qu'il y a au moins un espace là, entre le sommet des fourrures métalliques et le mur lui-même d'environ 2 à 3 cm. Il faut que l'air puisse circuler. C'est très important. Alors, les fourrures métalliques, ce qu'on appelle des Z-bars, là, si vous préférez, ou des barres en Z, donc sont installées à tous les 16 pouces, un peu comme on le fait avec les montants, ce qu'on appelle typiquement excusez-moi le terme, des studs, là, mais donc les colombages, les montants, si vous préférez, dans les murs. On installe le drain à la base aussi. Le drain peut prendre toutes sortes de formes. Il peut être peint avec de la peinture cuite. Il peut être fait en acier inoxydable, en acier rouillé, corten, mais déjà rouillé, parce qu'évidemment, à l'intérieur de l'acier corten rouille très, très, très lentement, voire pas du tout, parce qu'il n'est pas exposé aux intempéries. Ça peut être de l'acier avec du bois, donc recouvert de bois. Il y a toutes sortes de méthodes là, pour faire un drain. Une fois que les fourrures métalliques ont été installées, on installe un cadre. Donc, vous le voyez, c'est en fait un fer-angle qui aura la même couleur que le drain, qui va être placé au pourtour. Et on va ensuite installer par-dessus les fourrures métalliques, donc des panneaux faits avec une matière plastique. Nous, ce qu'on utilise, c'est une matière plastique récupérée, c'est du PVC récupéré, mais on pourrait aussi utiliser du polyéthylène. Le PVC, malheureusement, est polluant à la fabrication. C'est une matière qui n'est pas très sympathique. Mais on se retourne de plus en plus. Nos derniers murs ont été faits avec des plaques de polyéthylène et c'est un polyéthylène récupéré, recyclé si vous préférez. Donc, il y a environ, ça va environ à 1/4 à 1 demi-pouce d'épaisseur, donc quelques millimètres d'épaisseur seulement. C'est suffisant pour ensuite pouvoir agrafer le textile. Donc, les panneaux de polyéthylène ou de PVC sont vissés avec des vis taraudeuses, donc dans les fameuses fourrures métalliques. Et une fois que toutes les plaques ont été installées, il faut évidemment les imperméabiliser. Donc, on met un ruban adhésif en élastomère ou encore avec une matière qui va être imperméabilisante et qui va sceller. Donc, on scelle évidemment tous les joints entre les plaques, tous les endroits où on a placé les vis, et on scelle aussi la portion qui est située entre le cadre et les plaques également. Donc, on veut éviter que l'eau se retrouve derrière le mur. S'il y en a qui se retrouvent derrière le mur, ce n'est pas grave parce que notre drain est à côté contre le fond de clouage, donc ce qui permet à l'eau de tomber, même si elle est à l'arrière du mur, de tomber dans le drain. Et ensuite, on installe le textile. Donc, c'est mon associé Guillaume Brunet, qui présente le textile. Donc, c'est un textile qui est précousu. Alors, ce textile-là s'appelle Phytotex. C'est un textile qui est composé de textile neuf à la surface, qui est noir, c'est neuf. Mais ce qui est à l'intérieur, donc on voit un peu au revers, là, c'est plutôt grisâtre et c'est composé de différentes fibres textiles. Alors, il y a du coton, du lin, toutes sortes de fibres textiles récupérées, recyclées, qui sont agglomérées et qui sont aiguilletées et ça forme donc une espèce de matelas qui absorbe l'eau et qui aussi va permettre aux racines de se propager, de se disséminer à travers tout le mur végétalisé. Donc, une fois que le textile est agrafé, évidemment, on l'agrafe avec des agrafes qui nous permettent donc de pénétrer jusqu'aux plaques de polyéthylène ou de PVC à l'arrière. Et une fois que tout le textile a été installé, on peut procéder à la plantation. Il est souvent nécessaire de rajouter des agrafes une fois la plantation terminée, puisque les plantes vont faire gonfler ou distancer le textile, ou en fait, il va se déplacer parfois. Donc, on rajoute des agrafes pour solidifier le tout. Et nous, on travaille avec on fait un plan et on travaille avec des numéros. Vous le voyez ici, donc, on crée un plan de plantation et ensuite, on va le reproduire sur le textile avec de la craie.
et on va numéroter. Donc, on fait un peu du planting by number. C'est un peu comme de la peinture à numéros, ce qu'on fait. C'est en fait un peu le même principe. Donc, on localise les plantes avec des dessins et on va ensuite mettre des chiffres pour indiquer là où les plantes vont être installées. Et ensuite, on plante. Évidemment, comme les murs sont très grands, il faut souvent travailler avec des échafaudages à l'échelle. Évidemment, toujours de façon sécuritaire avec des points d'ancrage, des lignes de survie, des attelages, des harnais. Alors, c'est important de travailler de façon sécuritaire avec les casques, tout ça. On va donc procéder à la plantation de cette façon-là. Alors, vous voyez ici, je suis en train d'insérer les plantes donc, dans les pochettes. Vous voyez très bien, donc, les pochettes, elles ont été précousues. Il y a différentes dimensions. À l'intérieur, on utilise des pochettes qui font 6 pouces par 6 pouces. Donc, environ 15 cm sur 15 cm. Et à l'extérieur, on va jusqu'à 12 pouces par 12 pouces. Donc, 30 cm par 30 cm environ. Et vous voyez donc dans le textile qu'il y a des espaces où il n'y a pas de pochette. Ici, là, à tous les 2 mètres, c'est l'endroit où on va passer le système d'irrigation. Donc, on va utiliser un tuyau goutte à goutte, un peu comme celui qu'on utilise à l'extérieur. Ce sont des tuyaux en polyéthylène, noir ou brun. Rainbird, par exemple, est une marque, Hunter, ce sont des marques qu'on utilise fréquemment dans nos projets. Et il y a des orifices à tous les 6 pouces, donc à tous les 15 cm. Et ces orifices-là sont protégés par une plaquette de cuivre. Donc, la plaquette va s'ouvrir lorsque l'eau sort et va se refermer par la suite pour éviter que les racines rentrent dans le tuyau, que la terre, le terreau rentre dans le tuyau. Et vous remarquerez que, contrairement à la technique de Patrick Blanc enlève la terre sur les plantes et met les plantes à racines nues. Donc, contrairement à ce que Patrick Blanc fait, nous laissons la terre. Nous croyons qu'il est essentiel d'avoir de la terre. D'une part, ça permet aux plantes de mieux retenir l'eau pendant les premières semaines, mais également, ça permet aux micro-organismes de rester près de la plante. Alors, il y a tout un consortium là, de micro-organismes à proximité des racines, donc ce qu'on appelle la rhizosphère, alors des levures, des champignons, des bactéries qui sont extrêmement utiles, qui vont permettre aux plantes de puiser de l'eau, des éléments nutritifs. Ça va permettre aux plantes aussi de mieux se défendre contre les invasions de champignons pathogènes, de bactéries pathogènes. Alors, ça crée donc une espèce de flore et de faune microbienne alentour des racines qui va être extrêmement utile. Alors, cette vie microbienne dans le mur est essentielle et elle va être mise en place par la présence du terreau, en grande partie. Et si jamais il manque de terreau, habituellement le terreau donc qui est présent autour de la motte, là, c'est suffisant. Mais s'il en manque, on va ajouter un terreau, un pro-mix, là, tout simplement, composé de tourbe de sphène, de compost et de perlite, là, fait un excellent travail. Alors, c'est important qu'il y ait un peu de compost quand même dans le terreau pour justement apporter cette vie microbienne. Très, très important. Et les plantes, donc, sont insérées de façon à ce que leur collet, donc la surface du terreau de la motte, là, soit légèrement sous l'extrémité donc la partie supérieure des pochettes. Donc, pour éviter que l'eau ressorte trop facilement. Donc, il y a environ quelques millimètres là, entre la motte de la plante et le sommet des pochettes. Donc, évidemment, il y a tout un système d'irrigation, je vous le disais tout à l'heure. Donc, ça, c'est la portion qui est hors du mur. Donc, il faut qu'il y ait une espèce de petite... écoutez, ça peut être simplement un appentis, une pièce pour les équipements de nettoyage, donc une salle de bain, en tout cas, peu importe. On installe donc quelques équipements à proximité du mur. Alors, vous avez donc évidemment une vanne maîtresse, des réducteurs de pression. On travaille environ à 20-30 livres de pression, donc 2 à 3 bars de pression, un système anti-refoulement, c'est essentiel. Alors, tous ces équipements-là qui sont en cuivre doivent être posés par un plombier certifié. C'est essentiel, c'est pas nous qui faisons ça. Et ensuite, le plombier va relier donc le système que vous voyez ici à notre cabinet d'irrigation. Alors ça, c'est notre système d'irrigation, il est là-dedans. On le branche dans une prise, une fiche 110 volts, avec une mise à la terre, un disjoncteur également. Et à l'intérieur du cabinet d'irrigation, voici ce que vous retrouvez. Excusez-moi, la photo n'est pas très bonne, mais en fait, ça vous donne une bonne idée de ce qu'on y retrouve. Donc, il y a la minuterie. Vous avez quelques vannes également pour une vanne ou plusieurs, s'il y a plusieurs murs à contrôler. Donc, une vanne solénoïde qui est reliée
à la minuterie. Vous avez une pompe doseuse également. Là, ce qui est vert ici, c'est un équipement qui ne doit pas être là, mais normalement, il devrait y avoir une bouteille, donc remplie de solutions nutritives. Évidemment, il faut nourrir les végétaux, c'est important. Donc, à chaque arrosage, nos murs sont arrosés une fois par jour ou aux 2 jours, quelques minutes, 15 à 20 minutes par jour ou aux 2 jours, selon la température et la sécheresse, le taux d'humidité du bâtiment dans lequel le mur est situé. Alors, donc, vous avez tous les équipements qui sont dans ce petit cabinet-là qui est fermé sous clé. Et la pompe doseuse, donc, permet automatiquement de puiser des éléments nutritifs. Et on met des éléments nutritifs qui sont minéraux, mais bio. Alors, ce sont des éléments nutritifs qui sont certifiés bio, mais qui sont tout à fait naturels. On a depuis longtemps cessé d'utiliser des engrais solubles synthétiques pour toutes sortes de raisons, des raisons écologiques notamment. Mais ça crée énormément aussi de salinité dans les murs. Alors, on préfère des engrais minéraux, mais d'origine naturelle, qui sont moins salins. On ne peut malheureusement pas mettre des engrais naturels avec de la matière organique, comme des algues liquides. On a déjà fait le test. Ça bouche rapidement. La matière organique va boucher la tuyauterie, notamment la tuyauterie goutte à goutte. Alors, il faut vraiment se retourner vers des engrais minéraux, mais naturels. Alors, une autre version du système, lorsqu'on n'a pas de cabinet dans lequel on installe tous les équipements, ben, on peut faire ça de cette façon-là. Donc, vous avez le système anti-refoulement, vous avez la vanne de maîtresse qui permet d'ouvrir et de fermer avec le contrôleur, et vous avez également le réducteur de pression, et on va éventuellement mettre les éléments nutritifs ici. Là. Donc, vous avez cette portion là, qui pourrait être jointe à une pompe doseuse, comme je vous le montrais tout à l'heure. Donc, c'est une autre façon de le faire. Alors, Chloé, je ne sais pas si déjà on a des questions à ce stade-ci, puisque je vous ai présenté là, les différentes techniques. Alors, s'il y a des questions, ça va me faire plaisir, Chloé, d'y répondre là, concernant toute la technique là, derrière ces murs-là. Super. Ben oui, j'ai quelques questions, puis j'en ai moi-même aussi, là. C'était super Oui. intéressant. J'ai Nicole qui demande justement, là, pendant qu'on parle d'irrigation puis de nutrition, c'est intéressant, comment qu'on fait pour gérer donc cet apport en eau et cet apport en nutriments pour différentes plantes qui ont probablement des besoins différents dans un même mur? Effectivement, Chloé, ça, c'est une question cruciale parce qu'évidemment, il y a un gradient d'humidité. Les tuyaux d'irrigation vont être placés surtout au sommet. Quand le mur est petit, on a, comme celui-ci, par exemple, qui est tout petit, on n'a qu'un seul tuyau d'irrigation au sommet. Mais lorsque les murs sont grands, alors par exemple, comme celui-ci, là, qui est un mur très imposant, bien, vous avez un tuyau d'irrigation au sommet, un au milieu, puis un peu plus bas. Parfois, on a jusqu'à 3 tuyaux d'irrigation. Donc, le mur est relativement bien irrigué du haut jusqu'au bas. Par contre, lorsque le système d'irrigation est uniquement dans le haut, avant que l'eau descende par gravité jusqu'en bas, bien, il peut se passer un certain délai et parfois le haut sèche aussi avant le bas. Évidemment, il y a beaucoup de chaleur dans le haut, donc le haut se dessèche rapidement. Donc, il faut prévoir l'irrigation en conséquence, avoir peut-être un peu plus d'irrigation dans le haut, dans ces murs-là, pour s'assurer qu'il y ait plus d'eau, évidemment, que ça dessèche moins rapidement, qui permettent à l'eau ensuite de descendre dans le bas. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième aussi, c'est qu'il faut sélectionner des végétaux qui sont peut-être plus résistants à la sécheresse dans la portion du haut que dans la portion du bas. Alors, il va y avoir souvent beaucoup plus d'eau dans le bas, donc on va mettre des végétaux qui sont capables de fonctionner avec un haut taux d'humidité. Et dans le haut, on va se retourner vers des plantes qui sont beaucoup plus à l'aise avec un peu plus de sécheresse et de chaleur aussi. Alors, c'est très important aussi de gérer le mur en fonction non seulement de l'irrigation, mais de la chaleur également, puisque la chaleur se concentre surtout au sommet. Parfait. Patrick qui demande si vous faites parfois de la bio-augmentation, donc l'ajout de micro-organismes bénéfiques sur une base régulière. En fait, on le fait souvent au départ. Alors, on va ajouter de la mycorhize, donc un champignon mycorhizien, du Glomus intraradices, en l'occurrence, qui est le champignon le plus commun. Donc, c'est un champignon qui se vend sous forme en fait, c'est mélangé à de la vermiculite ou de la perlite qu'on va ajouter dans les mottes. Et on n'en rajoute pas par la suite. Une fois que la microflore et la microfaune sont bien installées, ça fonctionne et ça dure.
Ça dure à très long terme. Et quand je vous ai parlé des différents systèmes qui existaient, lorsqu'on travaille avec des murs avec des pots, comme par exemple G-Sky est une compagnie qui fait des murs avec des pots. C'est une technologie qui fonctionne relativement bien. À mon avis, c'est plus efficace avec un textile parce que les racines peuvent se faufiler et être partout dans le mur, explorer tout le mur. Alors que dans des pots, ils sont confinés dans le pot. Par contre, ça a l'avantage, les pots, comme les mottes, de pouvoir maintenir du terreau à proximité des racines. Donc, on peut avoir une vie microbienne qui est particulièrement riche. Mhm. Les murs qui sont en hydroponique, alors les murs, par exemple, qui sont faits par Nedla, sont des murs très intéressants qui dépolluent, mais qui sont constamment dans l'eau. Les plantes sont dans l'eau. Il n'y a pas de terreau du tout, du tout. Mhm. Alors, l'établissement d'une microfaune et d'une microflore bactérienne et mycélienne est pratiquement impossible dans ces cas-là. Et c'est des murs qui sont beaucoup moins résilients. Alors, par exemple, Chloé, un mur comme celui que tu vois là présentement, ouais. Si on arrête l'irrigation pendant 15 jours, il va survivre. Le textile est capable de supporter, d'approvisionner les plantes, de maintenir de l'eau en place pour les plantes et de les approvisionner pendant une quinzaine de jours. Avec un mur, malheureusement, qui est en hydroponique, au bout de 72 heures, les plantes commencent à sérieusement dépérir et éventuellement mourir. Mais par contre, le mur que vous voyez ici, on ne peut pas soutirer de l'air dans ce mur-là comme on le fait avec les murs de Nedla. Donc, il dépollue de façon passive et non pas active. Alors, on a un effet dépolluant qui est, somme toute, très intéressant et qui est peut-être moins important que dans le cas des murs où on a donc ce système hydroponique avec air pulsé. Oui, je comprends. Ben, c'est super intéressant. J'ai deux questions qui sont très intéressantes, mais je pense que je vais garder pour la prochaine section parce qu'on va parler des murs extérieurs. Donc, Patrick Leblanc et Madame Chabi, là, on va répondre à vos questions peut-être dans la section sur les murs extérieurs, parce que je pense que c'est plus approprié. Moi, j'avais peut-être juste une dernière question sur les murs intérieurs. C'est au niveau de la charge portante, est-ce que le mur doit avoir une certaine résistance pour maintenir le mur ou le fait que le châssis soit vraiment... ou en tout cas, c'est ça, la façon dont le châssis est construit, est-ce que ça supporte lui-même le mur, dans le fond? Là? C'est une excellente question. Normalement, lorsqu'on a des colombages faits en 2x4 en acier ou en bois au 16 pouces avec deux contreplaqués d'un demi-pouce, un par-dessus l'autre, placés en croisée, on arrive à avoir une charge portante qui est impeccable pour un mur, peu importe la hauteur. Okay. Ça fonctionne très bien. Avec des murs en textile, là, cela dit, là, comme ceux qu'on fait. Quand on utilise des pots, la charge est un peu plus importante là, à ce moment-là. Mais dans le cas des murs en textile, il n'y a pas de problème. Évidemment, vous comprendrez que tout ça est vissé à plusieurs endroits, donc il y a énormément de soutien et de support. En passant, mon confrère, mon associé Guillaume est ingénieur, donc il fait toujours une vérification de la charge portante nécessaire. Donc, on s'assure. Évidemment, si vous faites beaucoup de projets de murs végétalisés, des très gros, il faut mettre la griffe d'un ingénieur là-dessus là, à un moment ou d'autre dans le processus. C'est important pour vous assurer effectivement que la structure que vous allez installer puisse bien supporter et éviter qu'elle s'écroule. Là. Très, très important. C'est un très bon point. Quand Chloé, excuse-moi, quand on n'a pas de mur suffisamment fort ou qu'on n'a pas la possibilité de faire un mur végétalisé fixé sur un fond de clouage, on peut faire un mur autoportant, comme celui-ci. Très bon ce point. mur-là n'est pas fixé au mur, en fait, il est sur une base, donc il a la forme d'un L ou d'un T. Alors, le mur est placé sur une plaque au sol qui lui évite de basculer. Et la réserve d'eau que vous voyez, là, évidemment, on n'a pas de drain dans ce cas-ci. Parce que ça, c'est très important, c'est un élément qui est essentiel. Il faut un drain. Donc, à la base du mur, vous voyez donc que soit une réserve d'eau sous forme de bassin ou un drain comme celui-ci. Ben, il faut qu'il y ait un trou puis que ça s'en aille dans les égouts. Ah oui. Et comme je vous dis, environ 10 à 15 de perte d'eau là, dans un mur. Si on l'irrigue là, 15 minutes avec un mur en textile, une quinzaine de minutes par jour, on perd très, très peu d'eau. Toute l'eau est absorbée par le textile. Alors, donc avec un mur autoportant, il n'y a pas de drain. Donc, à ce moment-là, on va créer une réserve d'eau que vous voyez très bien ici, là, qui est complètement fermée.
puis il y a une pompe qui permet donc de remonter l'eau dans le mur et elle descend, elle est récupérée. On met aussi un biofiltre pour éviter que l'eau se corrompe. Ou on la change périodiquement à tous les mois ou à tous les 2 mois. Super. Donc oui, c'est ça. Je pense qu'on va poursuivre parce que je voudrais pas finir trop en retard pour les participants. Par contre, si jamais après 11 heures, tu es disponible pour rester et qu'il y a encore des questions, on pourra le faire, là. Oui, absolument. Mais je vais te laisser poursuivre avec la prochaine partie du webinaire. Ouais. Alors, quand on parlait de rajouter des micro-organismes, eh bien, on a parfois dans ces réserves d'eau-là, on a de l'eau donc qui peut stagner pendant quelques temps. Et on va ajouter un consortium de micro-organismes qu'on retrouve notamment dans les rizières. Alors, vous avez, par exemple, certaines bactéries qui sont capables de travailler en absence de terre, alors en absence d'oxygène. Alors, ce sont des bactéries qui vont, par exemple, être capables de décomposer les matières organiques, d'éviter donc que l'eau putréfie, qu'il y ait putréfaction. Alors, ce sont des bactéries qu'on peut retrouver, certaines levures aussi, qu'on peut retrouver assez facilement sur le marché. Donc, on en ajoute effectivement. Alors, juste un instant, excusez-moi. Alors, voilà. Donc, vous avez un mur végétalisé ici qui est composé de gros feuillages, notamment, là, il y a des monstera. Alors, je vais y revenir aux plantes, mais typiquement, là, ce qui pousse bien dans les murs, là, c'est la plupart des plantes qu'on retrouve dans la portion plus basse des forêts tropicales. Donc, ils sont capables, souvent des lianes, souvent des plantes grimpantes, donc des plantes qui sont capables de travailler avec des luminosités assez basses. Alors, je pense aux pothos notamment, aux philodendrons, mais l'éclairage demeure essentiel. Il est impossible de faire un mur végétalisé sans qu'il y ait un éclairage important, là. Alors, ça prend au moins 150 à 200 micromoles par mètre carré par seconde de photons. Tout ça semble bien complexe, mais pour les gens qui connaissent la lumière, vous comprenez très bien de quoi je vous parle. Donc, on mesure avec les micromoles la quantité de photons qui provient de l'éclairage. Alors, c'est un peu comme si on avait des petits soleils. Donc, il faut fournir environ 150 à 200 micromoles. Avec du cannabis, par exemple, on est à 600, 700 micromoles. Alors, on n'a pas besoin de quantité de lumière aussi importante que dans le cas du cannabis ou de certaines autres cultures, les tomates notamment. Alors, avec les plantes tropicales de sous-bois, on peut arriver donc à avoir un très beau mur végétalisé avec des éclairages un peu plus faibles. Mais il faut absolument de l'éclairage. Et l'éclairage au néon ambiant, souvent, ne convient pas. Donc, il faut des éclairages DEL, idéalement. Le DEL, évidemment, dégage peu de chaleur, est beaucoup plus longévif aussi que peut l'être, donc une longévité beaucoup plus grande que le néon ou l'halogène, 50 000 heures, 60 000 heures dans les meilleurs cas. Et avec les DEL aussi, on peut choisir un spectre qui convient aux plantes. Généralement, ce que je suggère, moi, c'est de travailler avec un spectre qui ressemble à celui du soleil. Donc, on veut évidemment beaucoup de rouge et de bleu, mais on veut aussi du jaune, du vert et du orange dans le spectre lumineux. C'est important. Donc, un spectre qui a plutôt la forme d'une courbe, là, et non pas deux courbes. Donc, pas trop dans le rouge, pas trop dans le bleu non plus. Vraiment quelque chose d'assez uniforme qui ressemble beaucoup au soleil. Donc, vous voyez donc dans ce mur-là que vous avez plusieurs végétaux aussi colorés, donc il ne faut pas hésiter à créer des scènes qui sont particulièrement vives et colorées aussi. Ça peut devenir de véritables œuvres d'art, hein, ces murs végétalisés. Alors, d'autres murs autoportants qu'on a... Oui? Bien, je m'excuse vraiment de t'interrompre. Je veux juste, parce que je ne sais pas combien de temps il te reste dans ta présentation, mais il nous reste à peu près une dizaine de minutes pour le webinaire. Pas de souci, Chloé. Je vais passer le reste en rafale. Merci. Merci. Ouais, je suis volubile. Hein? J'ai bien des affaires à dire, mais ce ne sera pas long. Je termine avec quelques photos en rafale. Donc, des petits murs végétalisés, autoportants, même sur roulette dans ce cas-ci. Et vous voyez qu'on a recouvert donc la réserve d'eau avec du bois dans ce cas-ci. Alors, c'est un projet qu'on a fait pour Poste Canada dans ce cas-ci, pour des bureaux de Poste Canada. Là, on peut même cultiver des végétaux comestibles. Hein. C'est tout à fait possible de le faire. Alors, ici, ce sont des fines herbes. Et l'éclairage dans ce cas-ci est installé à même le mur. Donc, ce sont des murs complètement
déplaçable, mobile, autoportant. Très intéressant comme technologie. D'autres façons aussi d'arriver à végétaliser des murs. On peut travailler avec des boîtes suspendues au plafond, mais placées près du mur. C'est un projet que j'ai fait avec mon associé Guillaume et avec Toiture Nature, qui est installé à la biosphère de Montréal, avec des plantes dépolluantes, dans ce cas-ci, qui ont des vertus dépolluantes particulièrement efficaces. Il ne faut jamais oublier que la plante dépollue pour environ 40 %, mais c'est surtout les micro-organismes qui dépolluent. Donc, de là l'importance d'avoir du terreau. Si vous voulez qu'il y ait une dépollution active de l'air, c'est important qu'il y ait du terreau. Alors, les micro-organismes sont très, très efficaces aussi pour capter tous les gaz polluants qui émanent des matériaux de construction, des meubles neufs qu'on achète, des cols pour les tapis, tout ça. Alors, en rafale, quelques végétaux qu'on utilise particulièrement dans nos murs. Donc, évidemment, les fameux chlorophytum, les Dieffenbachia, des variétés un peu plus petites de Dieffenbachia, par contre, pour éviter d'avoir à tailler trop souvent le pothos, le philodendron. On aime beaucoup les philodendrons Brazil, par exemple, ou les philodendrons verts, le fameux philodendron scandens, qui est excellent. Philodendron Xanadu, les stromantes aussi qui donnent de bons résultats. Je vous ai parlé aussi du monstera, qu'il soit panaché ou vert. Les bégonias donnent de très bons résultats. Certains anthuriums aussi, les alocasia. N'hésitez pas à installer des gros feuillages. Alocasia aussi, là, ça donne beaucoup un look très tropical. Ça donne beaucoup de spectaculaire au mur. Les syngoniums, évidemment, qui donnent d'excellents résultats. Alors, il y a beaucoup de variétés qui sont disponibles. Bien que le choix soit quand même assez restreint, il y a quand même beaucoup de variétés qui sont disponibles. Bon, je passe rapidement au mur extérieur. Alors, quand on travaille, ça, c'est un mur qui a été créé au Jardin botanique d'Atlanta. Alors, c'est mon ami Gilles Vincent, qui fut directeur du Jardin botanique. Alors, Gilles et moi, on a fait une visite du Jardin botanique d'Atlanta ensemble. On a été vraiment charmés par ce petit mur végétalisé qui contient que des plantes comestibles. Alors, des fines herbes, des fleurs comestibles. Dans ce cas-ci, ce sont des casiers en plastique remplis de terreau. Alors, c'est le système de ELT, un système qui fonctionne relativement bien, qui donne d'assez bons résultats. Ici, ce sont des murs végétalisés faits avec des conifères, des murs nordiques que j'ai créés avec mon équipe. Donc, encore une fois, on utilise le système de pochettes en textile, mais plus gros. Et on va installer donc des conifères. Alors, notamment, vous avez dans ce cas-ci du genévrier. Vous avez différents types de genévriers horizontaux, genévrier de Chine, genévrier commun. Vous avez également, dans ce cas-ci, des pins mugots, notamment des épinettes naines, également épinettes de Norvège, épinettes du Colorado. Et vous avez aussi quelques vivaces à feuillage persistant, notamment les euchères, les armoises. Euchère Palace Purple est certainement la meilleure. Dans ce cas-ci, toutes les euchères ne sont pas équivalentes. Certaines passent difficilement l'hiver sous nos latitudes, mais l'euchère Palace Purple y arrive. L'armoise de Stellaire, excellente armoise à utiliser dans les murs. Donc, ça, c'est quelques semaines après la plantation. Donc, vous voyez ici les pins mugots, les genévriers, les microbiota aussi, qui sont excellents. Vous avez également, ce qui est jaune, c'est des petits bouleaux. Bouleau Chechi Gold, qui est une nouvelle variété qui vient d'arriver sur le marché. D'autres murs végétalisés qu'on a créés récemment pour le Royal Mount, toujours. Alors, vous avez... Le projet n'est pas encore terminé. Il nous reste à recouvrir la tubulure bleue que vous voyez ici. Là. Ça va être fait dans les prochains jours. Alors, c'est des murs, encore une fois, qui contiennent des conifères, du cèdre, entre autres du thuya, des genévriers rampants, géranium agrorhizome aussi, qui donne d'excellents résultats. Alors, dans ce cas-ci, évidemment, il faut des équipements nacelle ou échafaudage, c'est essentiel. Il travailler évidemment de façon sécuritaire, très important. Petit mur végétalisé extérieur que j'ai créé avec mon oncle et ma tante au Jardin de vos rêves à Saint-Ferdinand. Alors ici, c'est un mur annuel, cependant, fait avec des végétaux succulents. Alors de l'émigraphis et des échevéria, un signe de yin et yang. Et ici, ce sont des lysimaques qui peuvent passer l'hiver. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on décroche cette portion-là. Ce sont des boîtes à fleurs, puis on les installe au sol durant l'hiver. Alors, regardez quelques exemples ici d'aménagement fait avec des plantes succulentes. Ça donne vraiment de très beaux résultats. Et si on n'a pas l'espace ou le budget pour créer un mur végétal imposant, on peut tout simplement travailler avec des cadres végétalisés. Alors, c'est très simple. C'est une petite boîte en acier ou en bois.
Et on installe de la terre, on met un géotextile, on fait des incisions pour installer les plantes et on peut installer un cadre en bois ou en acier au pourtour. Ça crée une scène qui est fort jolie, très sympathique. Alors ça, ici, c'est le Succulent Café. Alors, c'est un café en Californie où la plante succulente est à l'honneur. C'est magnifique. Regardez ce tableau végétalisé là, qui est absolument splendide. Alors voilà, je vous laisse sur des images de pinacles et de colonnes végétalisées. Donc, en utilisant toujours cette même technique là, de textile, en utilisant cette technologie donc fondée sur le textile, avec une armature en acier qu'on va recouvrir avec le textile, avec un système d'irrigation, système de drainage à la base, bien, on peut arriver à créer des pinacles. Alors, c'est une œuvre qu'on a créée avec notre partenaire portugais, avec Vertical Garden Design. Alors ici, donc, les pinacles sont composés de plantes, évidemment, c'est au Portugal. Alors, ce sont des plantes qui peuvent arriver à survivre sans trop de difficultés puisque l'hiver est très doux. Alors, vous avez des bégonias, certaines plantes tropicales et un mur végétalisé aussi à l'endroit où on a fait ce projet. Et on peut créer aussi, ça, on a créé ça pour le jardin Vandenen, donc à l'Université Laval, il y a quelques années, c'est le jardin de l'essor comestible. J'ai créé ça avec Paysage Gourmand et avec les Jardins de vos rêves, qui est l'entreprise de ma famille, de mon cousin, ma cousine, mon oncle et ma tante. Alors, on a créé des colonnes végétalisées. Alors, maintenant, on utilise le système de pochette, mais à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on créait un fût, donc une armature en acier, qu'on recouvrait de textile et à l'intérieur, on mettait de la terre avec un système d'irrigation. C'est plus complexe, par contre. Là, ça demande d'ouvrir aussi la structure et de la vider après 4-5 ans, puisque le terreau est épuisé. Il faut le remplacer. Mais ça donne de très bons résultats. Regardez, ça, c'est au moment de la plantation. Alors, on voulait donner un peu le look des fusées là, dans Objectif Lune. On a marché sur la Lune de Tintin. Alors, pour démontrer justement cet essor important de l'agriculture urbaine. Alors, toutes les plantes que vous voyez là sont comestibles. Alors, ça, c'est quelques semaines après la plantation, ça c'est 2 mois après la plantation. Puis regardez à l'automne de quoi ça a l'air. C'est vraiment spectaculaire. Et les plaques d'acier avaient commencé à rouiller aussi. Là. Alors, il y avait toutes sortes de choses là-dedans, des choux, des kales, du persil, des bêta-cardes. Il y avait même des tomates, des aubergines, la sauge, romarin. Alors, vraiment des œuvres tout à fait spectaculaires. Donc, la végétalisation sur colonne est un peu plus exigeante, par contre. Ça demande un peu plus de soin. Il faut tenir ça à l'œil. Par contre, un mur végétalisé typique, là, comme ceux que je vous ai montrés au départ, nécessite une visite par mois environ pour aller tailler, nettoyer, puisque le système d'irrigation et le prélèvement des éléments nutritifs se fait de façon automatique, une fois par jour ou à tous les 2-3 jours, selon les environnements. Ben, ça nécessite simplement qu'un jardinier ou une jardinière se rende sur place pour aller nettoyer le mur, enlever ce qui est mort, ce qui est malade, tailler. Parce qu'évidemment, il va falloir tailler parce que ça prend de l'ampleur, ça devient gigantesque avec le temps. Alors, il faut tailler, il faut nettoyer. Donc, une fois par mois, c'est habituellement suffisant. Alors voilà, ben, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura inspiré. Alors là, je suis disponible. Si vous avez des questions, je vais répondre à toutes vos interrogations. Je vous écoute. Alors, Chloé, vas-y. Ben voilà, merci. Écoute, il va falloir qu'on te réinvite pour une deuxième partie parce qu'on a tellement de questions puis il y a tellement de sujets intéressants. Là. Ça va faire plaisir, Chloé. On peut faire un cours. On peut se voir toutes les semaines oui, pour parler de murs végétaux. Ben donc, effectivement, là, pour les participants, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de passer toutes les questions avant 11 heures. Par contre, est-ce que tu es disponible pour rester un petit peu plus tard? Oui, absolument. Okay. Oui, on peut prendre 10, 15 minutes. Ce que je vais faire, je vais te poser 2 questions tout de suite. Ensuite, je vais comme clore le webinaire pour que ceux qui doivent quitter à 11 heures puissent le faire. Puis ceux qui seront intéressés à rester par la suite pour qu'on réponde aux autres questions, on pourra le faire à ce moment-là. Donc, les 2 questions que j'ai gardées de tantôt, je trouvais ça intéressant parce que les 2 font référence à des mythes, si on veut, qui sont souvent évoqués par rapport au mur végétal. Donc, une question qui demande si les murs végétalisés peuvent être utilisés pour les souris pour accéder au bâtiment et une autre qui fait référence à la possibilité que les racines endommagent les fondations. Donc, quelqu'un qui se demande, par exemple, pour des plantes grimpantes qu'on installerait. Donc, lesquels auraient un système racinaire qui est moins invasif, si on veut. En tout cas, je veux t'entendre là-dessus. Là. Alors, première des choses, je vous ai expliqué donc, que le mur végétalisé n'est jamais directement collé sur le mur.
il y a toujours un espace d'air. C'est important donc qu'il y ait un appel d'air qui peut se faire pour éviter que le matériau qui compose le mur, qu'il soit extérieur ou intérieur, ne soit pas endommagé et constamment humide. Donc, il est impossible que les plantes entrent en contact directement avec le bâtiment. Donc, pour ce qui est des racines, il n'y a aucun problème. Par contre, lorsque c'est une plante grimpante qui se fixe avec des ventouses, il peut arriver, lorsque le mortier est en mauvais état, qui s'effrite, il peut arriver qu'une vigne vierge, par exemple, place une tige dans une fissure, puis pousse là. Ça peut arriver. J'ai même déjà vu une plante grimpante rentrer dans un soffit, là, dans le grenier d'une maison. Ça peut arriver. Mais là, il n'y a pas de lumière, alors elle va rebrousser chemin, tout simplement. Mais sachez que lorsque le mur est en bon état, lorsque les joints sont en bon état, aucune plante grimpante ne peut détruire un mur. C'est lorsque le mortier est en mauvais état, après 20, 30, 40 ans, le mortier qui a subi les effets du gel et du dégel peut s'effriter. Et là, la plante pourrait contribuer à l'effritement, mais lorsque le mur est sain, il n'y a aucun problème. J'ajouterais que c'est la même chose pour les fondations. Excuse-moi, les souris ne peuvent pas utiliser un mur végétal pour rentrer dans la maison. Il faut que le mur soit vraiment au sol pour qu'un animal grimpe. Sachez qu'un écureuil est capable de grimper sur un mur de stuc. Il n'y a pas besoin d'un mur végétal pour rentrer. Alors, mur ou pas, ça ne fait pas vraiment de différence. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas d'entrée, il n'y ait pas d'orifice où il peut pénétrer. Alors, s'il grimpe par un mur et que le soffit est ouvert et qu'il y a accès au plafond, au grenier, ben là, évidemment, ça ne va pas bien. Mais lorsqu'il n'y a pas d'orifice, il n'y a pas de problème. C'est parfait. C'est ça, pour répondre plus précisément à la question, ce que tu as dit sur les murs puis l'état du mortier est aussi valable pour les fondations. Je crois que c'est assez consensuel. Là. Les racines des plantes n'ont pas la capacité d'endommager des fondations si elles sont en bon état. C'est certain que s'il y a déjà des fissures ou que le béton est déjà en train de s'effriter parce qu'il est trop vieux, ça, c'est une autre question. Oui. Bien, parfait. Merci pour les précisions. Et je pense qu'une question que beaucoup de personnes vont se poser, là, c'est au niveau de la survie des végétaux en hiver, puis aux conditions difficiles, tout ça. Donc, les murs que tu as fait avec les pins, par exemple, puis les conifères, tout ça, est-ce qu'ils survivent bien à l'hiver avec juste leur petite pochette de terre? Là? Alors, les premiers essais qu'on a faits, Chloé, se sont faits il y a une dizaine d'années. À la biosphère, il y avait une maison solaire qui avait été installée juste à côté. En passant, la biosphère est devenue un muséum nature depuis un an. Là. Et c'est la Ville de Montréal maintenant qui gère la biosphère. C'est un musée de l'environnement. Il y a beaucoup, beaucoup de phytotechnologie. Il y a des toits végétales, il y a des murs végétalisés, il y a des murs dépolluants. Et on avait installé des murs végétalisés vivaces. Lorsqu'il y a une bonne masse de terre, ça fonctionne bien. Ça fonctionne relativement bien. Il y a différents systèmes, mais avec les pochettes et avec le textile, c'est encore ce qu'il y a de mieux parce que le textile agit comme un isolant. Notre textile, nous, a plusieurs épaisseurs. Il agit comme une matière isolante, donc il empêche le gel de rentrer trop rapidement et ça permet un drainage impeccable. Alors, il faut une combinaison de deux choses. La première, il faut qu'il y ait un excellent drainage. Donc, si le terreau gèle en bloc, forme un bloc de glace, il faut oublier ça, les plantes ne passeront pas l'hiver. Donc, il faut que ça cristallise. Donc, un très bon drainage et une paroi isolante. Donc, le géotextile agit comme une isolante. Donc, peu importe de quelle façon on fait ça, quand on a cette combinaison-là, ça fonctionne relativement bien. Il faut évidemment des végétaux extrêmement robustes. Conifères, nordiques, genévrier rampant, genévrier commun, genévrier de Chine. On peut utiliser aussi les pins mugots. Les pins mugots fonctionnent très bien dans les murs. Toutes les épinettes naines, là, épinettes de Norvège, épinettes bleues, mais en boule ou retombantes, ça fonctionne très, très bien. Le microbiota aussi, les cèdres, la plupart des tuyaux. Mettez pas du smaragde, par contre, ça passe pas l'hiver. Mettez des cèdres, le Little Giant, par exemple, des cèdres en boule, là, ça fonctionne très, très bien. As-tu une rusticité que tu utilises? Est-ce que tu vas, mettons que tu es dans une zone 5, est-ce que tu prends des plantes de zone 3 ou de zone 4? Exactement. Ou est-ce que zone 5, ça fonctionne aussi? On va opter surtout pour du zone 2 et 3. Ah oui, OK. Alors, des végétaux qui sont habitués aussi à vivre déjà à flanc de montagne avec absence de neige, là, avec peu de neige durant l'hiver. Le génévrier horizontal, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Du Wiltonie là, dans un mur végétal, c'est indestructible. Super. Bien, merci beaucoup. Donc, comme je le disais, là, pour ceux qui doivent nous quitter, je vais clore le webinaire. Donc, je remercie vraiment tous les participants et évidemment Albert là, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Encore un petit mot pour remercier nos partenaires, donc Desjardins, Rameau Phytotechnologies, les Membranes Hydrotech et Rousseau-Lefebvre qui nous permettent d'avoir nos webinaires. La rediffusion du webinaire va être sur notre site web dans les prochains jours, probablement en début de semaine prochaine, accessible aux membres seulement, donc sur phytotechno.com. Et notre prochain webinaire va être au mois de décembre, donc le 12 décembre, si je me rappelle bien, ça va être le CRE de la capitale nationale, le Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale, qui va venir nous parler du concept de ville-éponge qui sont en train de développer ici au Québec. Donc, je vous invite encore une fois à aller sur notre site web, toutes les infos vont être là. Et je vous remercie tout le monde pour votre participation. Puis sur ça, on va continuer à répondre à des questions avec Albert là, pour ceux qui peuvent rester avec nous. Donc, je fais le tour. Oui, c'est ça. Il y avait une question aussi, quelques questions par rapport à l'entretien. Tu en as parlé un petit peu pour les murs intérieurs, peut-être pour les murs extérieurs, nous dire un peu en quoi ça consiste, là. Effectivement, les murs extérieurs demandent un entretien qui est assez semblable à celui de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va donc une fois par mois nettoyer, tailler ce qui est mort. Étonnamment, on a un peu plus on a très peu de mortalité dans les murs intérieurs une fois la plantation effectuée. Il y en a toujours un petit peu, un 5 mais assez peu. Dans les murs extérieurs, on a un peu plus de mortalité après la plantation. Les conifères, parfois étant très gros, on doit couper les mottes pour les faire rentrer. C'est encore difficile de trouver les calibres idéaux, là. Il faut travailler avec du 1 gallon idéalement dans les murs. Ce n'est pas toujours facile de trouver des conifères 1 gallon. Donc, on a un peu plus de mortalité jusqu'à présent. On va arriver à régler ce problème-là, là, mon équipe et moi. Mais on a moins de mortalité, étonnamment, une fois l'hiver passé. Donc, ils survivent très bien l'hiver. Ce qu'ils tolèrent moins bien, c'est les sécheresses estivales puis la transplantation. Alors, c'est là où on a un petit peu plus de travail à faire. Donc, remplacer des végétaux, tailler, enlever ce qui est mort, ce qui est malade, des tiges sèches. Puis parfois, le système d'irrigation, évidemment, fait son travail, mais parfois, il faut vraiment détremper le mur complètement parce que le textile ne s'imbibe pas bien partout. Il arrive que les couches de textile soient légèrement décalées les unes des autres à cause de la motte qui pousse. Alors, ça arrive que certaines portions de textile ne soient pas bien irriguées par capillarité, donc il faut arroser aussi, inonder ça. Une fois que c'est bien inondé, l'eau suit son cours par la suite. Alors, c'est un peu le travail que ça demande, puis du remplacement de végétal aussi, une fois l'hiver passé, là, mais comme j'expliquais tout à l'heure, c'est assez peu de remplacement qu'on a à faire dans ces murs-là. Sinon, pendant la vie, c'est justement dehors, vu que tu utilises des espèces qui sont plus arbustées, voire même arborescentes, mais naines, est-ce qu'il n'y a pas de la taille ou de l'élagage à faire au cours de la vie du mur? Encore plus qu'à l'intérieur, effectivement. Quand un génévrier wooltonnier commence à avoir 1,20 m de longueur, ce qui arrive, hein, au bout de 5-6 ans, on se ramasse avec des wooltonniers qui sont très longs, bien, ils recouvrent les autres qui sont situés dessous, donc il faut effectivement tailler, faire des belles tailles, évidemment, qui donnent un meilleur aspect au mur. Bien, puis je préciserais, j'ai vu quelqu'un qui demandait s'il y avait des murs passifs qui existeraient. Là, j'aimerais peut-être qu'on mentionne que là, aujourd'hui, on n'a pas parlé de façade végétalisée, qui est tout simplement donc de laisser croître des plantes grimpantes ou de fabriquer un support pour des plantes grimpantes. C'est certain que ça, c'est plus passif, mais on n'en a pas parlé aujourd'hui. Donc, ça sera pour probablement un prochain webinaire. Webinaire, mais on s'entend, Chloé, que c'est probablement la façon la plus simple et la moins onéreuse de végétaliser la façade d'un édifice à l'extérieur. À l'intérieur, c'est un défi végétaliser avec des plantes grimpantes. Il y a peu de plantes grimpantes qui sont capables de le faire, mais ça se fait quand même. Mais à l'extérieur, mettre de la vigne vierge à la base d'un mur, là, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ça recouvre en l'espace de quelques années. La vigne vierge peut atteindre 100-120 pieds de haut après une dizaine d'années. C'est fascinant, là. Ça pousse de façon complètement effrénée. À l'intérieur, il faudra se retourner vers des lianes, comme les pothos, les philodendrons, qui peuvent grimper sur des treillis. La vigne vierge a la capacité de s'agripper directement au revêtement avec des ventouses, comme l'hydrangée grimpant aussi. Et malheureusement, la plupart des plantes d'intérieur, à part le ficus nain, le ficus pumila, qui lui peut s'agripper vraiment avec des racines adventives sur les murs, à condition qu'il y ait un peu d'aspérité. La plupart des autres nécessitent un treillis. Mais c'est plus long, hein? Avant d'avoir un effet de végétalisation. Un mur végétal, au bout de 6 mois, c'est réglé, là. C'est vert. Alors qu'avec les plantes grimpantes, ça demande un peu plus de temps. Parfait. Peut-être un petit mot sur l'irrigation des systèmes extérieurs, comment ça fonctionne. Puis
comment on gère les risques de gel dans la tuyauterie et ces choses-là? Alors, il faut ouvrir le système vers la fin d'avril, début mai, selon les régions. Okay. Donc, quand on a vraiment plus de risque de gel important, là, il y en a toujours un peu, mais à -1, -2, la tuyauterie ne gèlera pas au point d'éclater. Il faut la fermer au plus tard vers la fin d'octobre pour éviter les gels. Et il faut la saigner, il faut tout vider. Alors, ça prend au bout du système d'irrigation toujours des vannes pour pouvoir évacuer l'excédent d'eau. Et enlever la poignée sur la vanne à l'intérieur pour que personne ouvre ça durant l'hiver. Ça c'est déjà arrivé. On ne veut pas ça. Mais donc, c'est un système qui est similaire à celui que tu as à l'intérieur, c'est ça? Oui, c'est très semblable. Okay. Très semblable. Donc, toujours avec le même petit cabinet de contrôle. Ça prend toujours un réducteur de pression, un système anti-refoulement. Ça, c'est le code du bâtiment qui demande ça. Puis, on va mettre une vanne maîtresse, une vanne qui va permettre d'ouvrir et fermer le système à partir d'une minuterie. Puis, on peut mettre des éléments nutritifs à l'extérieur aussi, c'est possible. Tout à fait. C'est exactement la même chose qu'à l'intérieur, sauf qu'il faut vraiment le fermer et le saigner durant l'hiver. C'est ça, juste par curiosité, les conifères, ils n'ont pas besoin d'eau un petit peu l'hiver? La neige est suffisante peut-être dans notre climat? Oui, on s'assure que ce soit bien humide, là, faire 2-3 gros arrosages en octobre. Okay. Puis, souvent, c'est assez. Ils peuvent, avec l'humidité aussi hivernale, il y a un peu de pluie. La pluie a peu d'effet sur les murs extérieurs, mais quand même, ça va. Mais tu as raison, effectivement, les conifères nécessitent quand même une certaine humidité hivernale, oui. Mais comme je le disais, on veut que ça se draine. Il faut que le sol soit frais, humide, mais bien drainé et cristallisé durant l'hiver. Tout à fait. J'ai eu 2 participants qui ont posé une question. Là, je ne sais pas si tu as les connaissances par rapport à ça. Au niveau des assureurs, comment c'est vu les murs végétalisés au niveau des assureurs? Est-ce qu'il n'y a pas des inquiétudes des assureurs par rapport à ça? Ou est-ce qu'il y a des choses qui couvrent et qui ne couvrent pas s'il y a des dommages qui viennent des murs? Bref. Ah, OK. C'est une excellente question pour laquelle je n'ai pas de réponse, mis à part le fait que il faut savoir qu'une plante verte qui est saine ne brûle pas. J'ai fait des essais avec la STM. On a mis le feu après des plantes là, parce qu'on avait un projet de végétalisation d'une station de métro avec eux. Puis un des enjeux, c'était le risque d'incendie. Aucune plante ne brûle. Là où il peut y avoir un problème, c'est lorsqu'elle est sèche. Donc, de là, l'importance de faire l'entretien, que ce soit prescrit dans un contrat, signé, une entente signée avec le client. Il faut qu'il y ait un entretien qui soit fait. On ne veut pas qu'il y ait de débris qui restent là. Et les risques d'entretien sont quasi nuls. Et le mur étant toujours irrigué, il y a beaucoup d'eau dedans. Donc, les risques d'incendie sont nuls. Parfait. Alors, par contre, si on a cette crainte qu'il y a des risques d'inondation, il y a des détecteurs d'eau qui existent. On peut détecter l'eau. On a toujours un drain, évidemment, à la base du mur. Puis, on peut aussi avoir une minuterie qui est Wi-Fi, donc ça nous permet de contrôler à distance avec le téléphone et d'avoir un détecteur d'inondation aussi. On peut avoir, et à ce moment-là, c'est relié à une vanne qui ferme automatiquement. Donc, il y a différents systèmes pour éviter le pire. Mais je n'ai jamais été confronté à ça, des demandes provenant des assureurs. Mais ça va nous arriver un jour, c'est clair. Par contre, les clients sont souvent inquiets de ça. Le risque d'inondation, le risque de feu, puis je leur donne les réponses que je viens de vous donner. Bon, ben c'est excellent. Je pense que ça nous renseigne bien. Une question, encore une fois, pour l'entretien. Là, tu parlais justement que c'est important d'avoir un entretien qui est pas juste régulier, mais qui est comme poursuivi dans le temps, si on veut. Là. Est-ce que toi, ta compagnie, est-ce que c'est toi normalement qui s'occupe de ces plans de suivi-là ou est-ce que c'est des compagnies externes? Puis qu'est-ce que ça représente en termes de temps, là, que ce soit, mettons, sur la base d'une année, là, combien de temps on doit prévoir pour l'entretien? Chloé, par expérience, je ne fais plus de murs que je n'entretiens pas moi-même. OK. Si je ne peux pas faire l'entretien, je préfère ne pas les faire. À moins que j'ai un client qui est passionné des végétaux, là, je sais qu'il va s'en occuper, là, mais en général, je fais l'entretien. Une visite par mois,
350 $ à peu près, là, une équipe de 2 jardiniers là, qui vont sur place pendant, selon la dimension du mur, là, 250 à 350, 400 $ pour une visite environ. Puis ça dure 2, 3, 4 heures selon la dimension du mur. OK. Mais il faut absolument, quand vous créez un mur, il faut vendre l'entretien avec ça. Idéalement, même, vendez un mur avec 1 an d'entretien inclus. Mhm. Parce que c'est critique, c'est crucial. Il faut que ce soit entretenu. Ouais. Bien, c'est super. Écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Là. Si jamais il y a des participants qui ont encore des questions, j'imagine qu'ils pourront te contacter ou se tenir au courant de nos prochaines activités. Là. Oui, On en parle souvent des murs végétaux. Là, donc, voilà. Les gens peuvent me joindre sur ma page Facebook notamment. Là. Parfait. Bon, À lire les commentaires, en tout cas, je pense que beaucoup de gens ont apprécié. Merci. Oui, ben oui, Les absolument. sont très beaux et très touchants. Les gens remercient, super, trop cool, intéressant. Ben, écoutez, merci beaucoup, vraiment. C'est très, très apprécié de lire tout ça. Merci encore, Chloé, pour l'excellente organisation, puis de m'avoir permis de m'exprimer. Hein? Ça fait plaisir. Puis merci aux participants d'avoir été là aujourd'hui. Puis on espère que vous allez nous retrouver pour le prochain webinaire. Merci beaucoup, Albert. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.